Amis de l'âme et du cœur, bonjour. Nous nous retrouvons une nouvelle fois pour cette pleine lune du Cancer qui se formera dans le ciel intérieur chimique le 10 juillet 2025 à 21h38 heure de Paris, calculée à Paris également, capitale de notre pays, la France. Cette pleine lune est intéressante à plus d'un titre, comme toutes les pleines lunes ou les nouvelles lunes, car il y a beaucoup de sagesse dans les étoiles, et c'est cette sagesse que nous allons essayer de mettre en évidence au-delà des événements du temps qui sont parfois assez sombres, il faut bien le reconnaître. Nous trouvons sur la carte du ciel de cette pleine lune du 10 juillet 2025 un ascendant dans le signe du Capricorne avec une lune conjointe à l'ascendant, donc la lune est angulaire. Elle est la maîtresse du signe du Cancer où nous avons le soleil, en opposition par conséquent avec la lune au moment de la pleine lune, donc ce soleil qui se trouve à 18 degrés dans le signe du Cancer. Cette pleine lune est donc sous la signature d'un soleil très, très fort, certes, puisque c'est correspond à celui de la canicule, mais surtout un soleil qui est sous la maîtrise de la lune. Donc c'est un thème lunaire à tous les niveaux, qui peut nous surprendre, bien évidemment. Beaucoup d'événements un peu contradictoires sont en train d'arriver, énormément de nouvelles, une actualité difficile à suivre, il faut bien le reconnaître, qui part un petit peu dans tous les sens. Alors nous allons essayer de trouver le fil d'Ariane de ce labyrinthe des énergies planétaires, donc en recourant à la méthode des modèles. Bien évidemment, nous retrouvons le modèle en grand angle ou en locomotive que nous avions déjà entreaperçu les fois précédentes, en tout cas les 2 fois précédentes, je crois la dernière c'est sûr. Donc toutes les planètes sont réunies dans un espace qui est entre, techniquement parlant, cet espace, il est compris entre 230 et 250 degrés, en l'espèce c'est 235 degrés. Il y a un espace vide dans lequel nous trouvons les 2 lunes noires, la véritable Lilith et la moyenne. Donc je rappelle que c'est une zone karmique par définition. Lilith représente la lune noire, le karma que nous subissons. Et l'autre, la lune noire moyenne, la licorne, correspond à une lune noire avec laquelle nous arrivons à négocier plus facilement en augmentant notre niveau de conscience. Enfin, quoi qu'il en soit, Lilith, comme la licorne, se trouve dans le signe du Scorpion, sur le milieu du ciel. Donc la notion de transmutation du karma est extrêmement importante, c'est le travail sur lequel il faut se concentrer dans la période, qui est plus ou moins facilitée selon notre bonne volonté et surtout notre ouverture d'esprit, d'âme et du cœur. Revenons à la lune de cette carte du ciel qui se trouve dans le Capricorne, en exil par conséquent. La lune sert le Capricorne, plus qu'elle ne se sert elle-même. Elle est même instrumentalisée, manipulée par le Capricorne. L'opinion publique, qui représente la Lune, est entre les griffes du Capricorne, donc des cercles du pouvoir. Et dans la géopolitique, le Capricorne correspond notamment avec l'influence d'Israël dans le monde. Donc on retrouve une information qui est de plus en plus courante dans les médias, en tout cas pas les médias mainstream, mais dans les médias alternatifs, et qui met l'accent, qui projette la lumière sur l'influence des lobbies qui sont derrière les pouvoirs en place, pour aller vite. Cette pleine lune met en évidence, met en lumière, le soleil projette sa lumière sur la lune, et la lune de ce fait est exposée dans ce qu'elle a de plus secret, puisque la lune est la reine de la nuit, la reine de l'inconscient, la reine de notre part d'ombre. Et cette part d'ombre est mise en lumière par le soleil. Donc l'ange solaire est en train de prendre le contrôle de l'ange lunaire, puisque l'être humain a une partie lunaire ou féminine en lui qui correspond à son incarnation, au monde de la forme, et une partie divine, spirituelle, le soleil. Donc il y a une part d'ombre, une part de lumière qui s'équilibre plus ou moins.
et plutôt moins que plus, puisqu'il y a beaucoup de travail à faire, un long chemin à parcourir avant de mettre en lumière cette part d'ombre, de remplacer l'ombre par la lumière. C'est ce qui est montré dans ce thème de pleine lune. Alors la Terre se trouve au milieu de cette opposition, au centre du thème. Elle est entre la lumière et l'ombre. C'est une zone de libre arbitre, c'est une zone où l'on peut choisir, et c'est pour cette raison que nous sommes incarnés ici-bas. Alors, puisque nous sommes dans la période de la pleine lune du Cancer, nous allons nous arrêter un petit peu sur les planètes qui régissent le signe du Cancer, le 4e signe. Il y en a deux régents. Un régent traditionnel qui correspond à celui qui forme et conditionne la personnalité, c'est la Lune donc qui est mise en vedette. La Lune qui est en lien avec les fonctionnements automatiques de l'inconscient, et Neptune qui régit les plans supérieurs, donc le plan de l'âme et le plan de la monade. Donc 2 planètes au lieu de 3. Et le Cancer est, je vous le rappelle, un des signes de la croix cardinale qui a un rôle si important à jouer pour l'expansion de conscience de l'humanité, attendu que la croix cardinale correspond avec la croix de l'initiation en astrologie ésotérique. Alors, cette lune est donc, nous l'avons déjà dit, importante en elle-même. Elle véhicule donc l'énergie du 4e rayon, de l'harmonie par le conflit, et indirectement elle voile l'énergie de Neptune qui a besoin d'être freinée, puisque elle ne peut être vécue, je dirais, de façon consciente et positive que dans la mesure où nous sommes déjà très avancés. Sinon, Neptune pour l'être humain est un facteur qui est vécu de certains points de vue de manière plutôt négative. Nous essayons d'échapper avec Neptune à la souffrance en ayant recours au paradis artificiel, alcool, drogue, etc. Et cela peut conduire à la folie. Voilà. Donc la Lune sert un peu de garde-fou jusqu'à ce que nous soyons capables de supporter la lumière, car cela ne se fait pas en un jour. Alors nous allons voir comment le tarot nous présente notre feuille de route, puisque bon, nous n'allons pas nous appesantir sur la géopolitique, qui est un petit peu en sommeil en ce moment, le temps du mois de juillet, le temps des vacances, pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait à un niveau plus profond, en utilisant donc le tarot comme moyen d'explorer le travail qui doit être réalisé dans le signe du Cancer. Si nous montons la pyramide calendaire du tarot à la date du 10 juillet 2025, le jour à laquelle se forme la pleine lune du Cancer cette année, nous trouvons tout d'abord l'arcane 7 qui correspond au mois de juillet, le 7e mois de l'année. L'arcane 7 qui est un arcane de lutte entre les tendances opposées, entre l'ombre et la lumière. À gauche, il est surtout tiré vers la forme, attiré vers la forme, donc c'est ce qu'il faut bien évidemment dépasser. Le jour qui se trouve à côté, donc qui est le 10, correspond avec la roue de fortune, qui révèle cette dualité. Donc on voit bien sur la roue de fortune un animal qui plonge et l'autre qui remonte, et au sommet un sphinx qui donne peut-être la clé de l'énigme de l'incarnation de la roue de fortune. Et enfin l'ermite qui est présenté toujours comme la voie d'évolution à droite. Donc par conséquent il s'agit de la méditation, davantage que de la prière, de la prise de recul, du détachement, qui sont si importants si l'on veut voir les choses de manière claire. Voilà qui constitue le premier niveau de la pyramide calendaire du tarot, donc la base. Le plan médian est constitué par la somme des arcanes qui sont comptés 2 à 2 à partir des nombres, donc 7 et 10, donc qui sont sur la base de la pyramide font 17, l'étoile. Donc indice que la voie humide peut avoir sa raison d'être. C'est plus que la voie humide, l'étoile représente la fin de l'œuvre noire, la fin de l'involution et le commencement de l'œuvre blanc, le début de l'évolution intérieure. Voilà une bonne nouvelle. Et c'est dans ce contexte que l'étoile est souvent associée à non seulement une bonne nouvelle, mais à de la chance, à un éclairage qui vient des étoiles, d'une lumière qui brille dans la nuit.
À côté, nous obtenons 10, la roue de fortune, plus 9, l'ermite égale 19, le soleil. Donc c'est une voie solaire qui met en avant l'aspect solaire qui attend même notre part de lumière, les anges solaires, la notion d'âme, mais non pas psychique mais spirituelle. C'est important à comprendre, à saisir pour faire la différence, puisque assez souvent le psychique et le spirituel sont confondus. Enfin, au troisième niveau, nous trouvons 17 plus 19, ce qui fait 36, et ce 36 réduit donne l'ermite. Nous retrouvons donc la voie qui était préconisée dès la base de la pyramide, donc l'ermite, comme viatique spirituel, qui revient en haut, donc qui est accompli. Nous pouvons aussi remarquer une autre chose, c'est que nous n'arrivons pas à l'ermite comme ça, d'une façon directe, nous passons par le nombre 36. Et ce 36 correspond avec le 4 d'épée. Et ce 4 d'épée signe un combat qui aboutit à une victoire par le 4, mais un combat qui est à la fois spirituel et matériel, un combat spirituel qui se produit, qui se livre et qui se gagne dans la matière. Mais un combat spirituel, les épées symbolisant le monde mental et le monde spirituel, mental supérieur, le monde spirituel. Ce 4 d'épée correspond avec la position de Jupiter en Verseau, où nous retrouvons le régent ésotérique du Verseau, le régent de l'âme, qui sera amené à prendre de plus en plus d'importance dans l'avenir. Donc c'est par ce moyen, en passant par le mental supérieur, que nous accédons à l'état méditatif qui cherche à construire le pont entre le mental inférieur et le mental supérieur, ce que Alice Bailey appelle l'antakarana, le pont arc-en-ciel. Et ce pont, il est construit jour après jour par la pratique spirituelle, donc là en l'occurrence la méditation, qui passe par l'imagination, la sphère de la Lune, et qui va jusqu'à l'imaginal, donc une sphère épurée, des idées pratiquement platoniciennes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette lune doit se blanchir comme la mélisse qui doit être blanchie en alchimie, et elle est blanchie par le soleil, par la lumière du soleil. Elle est exposée au soleil. D'ailleurs, elle n'existe que par le soleil, puisqu'elle est visible dans le ciel de par la réflexion de la lumière solaire à travers la lune. Voilà comment donc l'ermite se réalise dans cette pyramide calendaire. Alors ce travail qui est exposé de façon symbolique par le tarot, nous le retrouvons dans la mythologie avec la capture de la biche de Sérigny dans le Cancer. Nous en avons déjà parlé à 2 reprises dans les 2 dernières vidéos. Donc pour aller vite, nous n'allons pas raconter à nouveau l'histoire d'Hercule, mais enfin nous allons quand même la résumer. Donc la possession de la biche de Sérigny opposait Artémis et Diane, qui correspondent à 2 aspects de la Lune. L'une correspond à l'enfance, à l'instinct, à l'enfance de l'être humain, et l'autre à l'être humain arrivé à l'âge adulte, et donc au développement de l'intellect. Et un 3e larron, il s'agit du dieu Apollon, apparaît à ce moment pour dire non, la biche de Sérigny m'appartient. Donc ces 3 étapes de l'instinct, de l'intellect et de l'intuition correspondent aux 3 marches qui doivent être franchies dans l'alchimie, dans la partie du grand œuvre alchimique qui est décrite dans le signe du Cancer. Et ces 3 étapes correspondent en fait à la Lune en tant que régent traditionnel du Cancer, à Neptune en tant que régent ésotérique, et Neptune, mais vécu de façon sublimée, non pas souffreteuse et négative, en tant que régent hiérarchique, c'est-à-dire planète de l'initiation. Alors, à quel niveau nous trouvons-nous? Certainement pas au premier, car si nous n'étions qu'un homme régi par l'instinct, les considérations métaphysiques ne nous intéresseraient pas. La plupart d'entre nous sommes au 2e niveau, et très peu, pour ne pas dire pratiquement personne, au 3e. Donc nous nous trouvons dans la phase de développement de l'intellect qui doit, pour s'accomplir totalement, accéder à l'intuition, donc pour être libéré en fait de la forme. Et c'est le véritable travail qui est demandé ici.
et maintenant par ce transit du Soleil dans le signe du Cancer. En conclusion, l'alchimie des énergies planétaires, qui est décrite à la fois par l'astrologie, le tarot, la mythologie, aboutit au grand œuvre, en une partie du grand œuvre, pour être plus précis encore, à l'œuvre blanc, après l'œuvre noire. L'œuvre noire signifie, nous l'avons déjà dit, la fin de l'involution d'abord et la fin de l'involution, et nous sommes au point charnière du nadir, au niveau de l'initiation collective de l'humanité, où une partie de plus en plus importante des êtres humains qui vivent sur cette terre passe par l'endroit où les forces s'inversent en eux-mêmes. Donc l'évolution qui prévalait jusque-là, les énergies en descente sont remplacées par des énergies en remontée. Cela permet la naissance de l'âme spirituelle et son développement sur le chemin intérieur, le chemin ésotérique qui s'ouvre devant nous. Ce chemin ne se parcourt pas à la vitesse grand V, il demande du temps, beaucoup de temps, et pour ceux qui croient en la réincarnation, des vies et des vies. L'essentiel, c'est d'y avoir mis les pieds et de se mettre au travail. Voilà, c'est un peu l'enseignement que nous donne Hercule à travers les travaux d'Hercule. Donc le travail pour lui, c'est un travail dans les 12 signes, donc du bélier au poisson. Là, nous nous trouvons aujourd'hui dans le 4e à faire ce travail, et année après année, nous pouvons aller un peu plus loin, un peu plus profondément dans le programme que nous propose, le programme d'évolution que nous propose chaque signe. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui d'une façon très rapide et j'espère aussi claire que possible. Mais je vous souhaite un bon été et je vous dis à très bientôt.